7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alice. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes porte-parole et directrice du collectif Némésis. On est très content de vous retrouver pour bien débuter la semaine. Et alors, de quoi est-ce que vous voulez parler à nos auditeurs ce matin ? Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la dernière manifestation de la France islamiste, je voulais dire de la France insoumise. Mais de plus en plus, les liens entre l'islamisme et la France insoumise sont de plus en plus petits. Alors, on a vu évidemment un certain nombre de manifestations ce week-end dans les rues de France, dans les métropoles, mais aussi dans les plus petites villes, pour appeler à la destitution du président Macron suite à la nomination du Premier ministre, comme vous le savez. Mais si vous vous promeniez dans les rues samedi, vous auriez pu penser que c'était une manifestation, que c'était un ensemble de manifestations concernant la situation entre Israël et Palestine. Je m'explique, notamment à Paris. On a vu devant des parterres de kéfiers et de drapeaux palestiniens un prédicateur au look un petit peu étrange. Si vous le croisez dans la rue, généralement, vous changez de trottoir. Mais au sein de la France insoumise, évidemment, ça ne pose pas de problème. Et on l'a notamment entendu dire: est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris ? On est prêt à leur montrer que la voie de la libération vient de nous. Et bientôt, Jérusalem sera libérée et deviendra la capitale de tous les révolutionnaires. Mais ce génocide a des complices. Il s'appelle Biden, il s'appelle Macron. Ah, enfin, il y a un lien fait quand même avec le thème de la manifestation par ce prédicateur. Macron, le voleur d'élections, n'est-ce pas ? On les connaît, les voleurs qui habitent à l'Élysée. Sommes-nous prêts à les virer eux aussi ? Donc on voit déjà un lien un petit peu hasardeux entre ce qui se passe en Palestine et ce qui se passe en France, qui n'a quand même aucun rapport. Et puis, il fallait voir quand même. Donc, je me suis un petit peu renseignée sur ce monsieur. Donc, comme je vous le disais, qui a quand même l'allure d'un imam salafiste. Et en fait, on n'en est pas loin. C'est un prédicateur qui est un antisémite assumé, qui s'appelle Elias Dimzalen. En tout cas, il se fait appeler ainsi. C'est un islamiste fiché S. Lui aussi, décidément, au sein de la France insoumise, c'est quand même un critère de sélection. Il est coordinateur de la marche anti-islamophobie devant le Bataclan en 2019, où on a entendu notamment des cris à la Akbar, etc. Belle carrière. C'est quand même, fallait le faire. Hein. Il a une définition de l'islamophobie, d'ailleurs, qui est bien à lui. C'est tout ce qui entrave à l'expression visible et politique de la communauté musulmane. Voilà, l'expression politique d'une communauté religieuse, ça s'appelle de l'islamisme. Hein, voilà. Et donc, pour lui, l'islamophobie, c'est tout ce qui entrave à l'islamisme dans la France et dans le monde. Il apparaît également récemment dans une vidéo avec une activiste salafiste qui s'appelle Maria de Cartena, qui, elle, ne cache pas ses liens non plus avec un certain nombre de prédicateurs, dont certains qui se sont fait perquisitionner après certains attentats, ce qui montre quand même un certain lien. Tout le monde ne se fait pas perquise après des attentats islamistes. Elle a la même définition que lui, d'ailleurs, de l'islamophobie, et elle considère la loi de 1905 comme un frein au développement de l'islamisme en France. Au moins, les choses sont dites. Je préfère ça plutôt que quand on reste dans le flou et qu'on fait croire qu'on est là pour parler de la liberté des femmes, par exemple, quand on utilise le voile, alors qu'en fait, on a véritablement des vœux islamistes. Eux ne s'en cachent pas, et je dois dire que je préfère ça. Cette Maria de Cartena, on la voyait aussi en train de fêter la victoire du NFP. Je rappelle quand même qu'au sein du Nouveau Front Populaire, il y avait un certain nombre d'alliances, notamment du Parti Socialiste, notamment de partis qui se disent défendeurs de la laïcité. Eh bien là, visiblement, en tout cas, ce jour-là, ce n'était pas très important. D'ailleurs, je rappelle aussi que Mélenchon, il y a quelques années, était un grand défenseur de la laïcité, puisque sur la chaîne KTO, en 2015, il avait dit que le voile était comme ce qu'il considérait être un chiffon sur la tête. Il a renouvelé cette parole-là en 2017 dans l'émission de Léa Salamé. En 2010, il expliquait que le voile intégral était obscène et qu'il était d'accord avec Marine Le Pen. Mais visiblement, en tout cas, pour ce qui est de s'afficher avec un certain nombre de prédicateurs dans le cadre de ces manifestations, il n'y a aucun problème. On avait aussi nos amis Ercilia Soudé en kéfi intégral. On avait aussi notre ami Rima Hassan qui a son petit bon de tweeter « Mon bracelet est plus vieux que l'État d'Israël ». On peut avouer que c'est assez amusant, mais on peut se demander là encore quel était le lien avec la destitution d'Emmanuel Macron, là encore. Et réellement, je pense que... moi, en tout cas, j'encourage la France insoumise à continuer dans ce genre de démarche parce que je pense que c'est totalement ce qui les tuera un jour. À force de laisser rentrer au sein de leur parti des véritables prédicateurs, de véritables militants islamistes, un jour peut-être qu'il aura le choix de mettre au sein de la France insoumise ou au sein d'un parti similaire soit un Jean-Luc Mélenchon, soit un prédicateur musulman. Vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui, toutes les cités qui se sont mobilisées pour faire élire un certain nombre de députés de la France insoumise
n'auront aucun problème à évidemment choisir un prédicateur islamiste plutôt qu'un Jean-Luc Mélenchon, qui, je le rappelle, a eu des propos considérés comme islamophobes, selon encore les prédicateurs qui étaient dans ces manifestations-là. Donc moi, je les encourage vraiment à continuer de se faire noyauter, à continuer de mettre le verre dans la pomme tel qu'ils le font ainsi, puisque de toute façon, cela mènera à leur perte. Merci beaucoup Élise Cardier d'avoir remis les points sur le i de LFI. Nos auditeurs ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Et vous restez évidemment avec nous pour l'addition. Un café s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite. Combien je vous vote? C'est beaucoup trop cher. Et L'addition. Nous sommes toujours avec Alice Cordier, porte-parole directrice du collectif Némésis. Merci Alice d'être avec nous, avec toute l'équipe, Liselotte Dutreuil, Louis Rigaudière, Maëlys. On est tous réunis face à vous. Et alors, nouvelle formule à la carte, évidemment, l'addition, je reprécise pour nos auditeurs. On est ensemble jusqu'à 9h40 avec Alice et l'équipe de Ligne Droite pour décliner l'actualité sous plusieurs angles. On va commencer par parler de la nomination de Michel Barnier. Après 3 mois d'attente, c'est donc lui qui sort du chapeau. Une surprise pour tout le monde, médias, politiques, grand public. Peu d'entre nous s'y attendaient et pour lui, le travail ne fait que commencer puisqu'il doit encore former évidemment un gouvernement et voter un budget pour la France. Alors une première réaction Alice, cette surprise, vous êtes contente ou plutôt désabusée? Écoutez, moi je suis dans l'attente. C'est-à-dire que d'abord, c'est vrai, je suis un petit peu contente parce que ça veut dire que mon association ne va pas être dissoute tout de suite, ce qui était quand même le risque avec un Premier ministre NFP. Ou du moins issu de la France insoumise. Donc, je dois avouer que j'ai un petit peu soufflé. Néanmoins, force est de constater que je suis plutôt d'accord quand même avec cette idée de dire on retrouve là encore un espèce de dinosaure, un dinosaure de droite centriste, dont on sait qu'il a fait un certain nombre de compromis par le passé, dont on sait qu'il, sur le plan de la souveraineté, on peut se questionner quand même sur sa capacité à réellement vouloir défendre notre souveraineté, puisque c'est quelqu'un qui a eu un poids énorme, notamment au sein de l'UE. C'est quelqu'un qui, je pense, en tout cas, pourra apporter une forme de stabilité, mais attention à ne pas confondre aussi stabilité et indolence, c'est-à-dire à savoir qu'il ne se passe rien pendant des mois. C'est possible aussi. C'est quelqu'un qui a eu des positions extrêmement radicales, entre guillemets, sur la question migratoire, parfois même avec des propositions parfois plus extrême, si je peux utiliser ce mot, que même propose actuellement le Rassemblement national. Donc c'est intéressant. Est-ce qu'il l'appliquera? C'est la question qu'on peut se poser en effet dans les jours à venir. Est-ce qu'il laissera, comme il l'a plus ou moins sous-entendu, une place importante aux électeurs du Rassemblement national, qui, je le rappelle, représente 11 millions d'électeurs en France? Est-ce qu'à ce titre, il va placer des ministres issus du Rassemblement national? Ce serait, je pense, en tout cas, un choix courageux. Est-ce qu'il le fera? Là encore, c'est pareil. Moi, j'ai peur, si vous voulez, qu'on se retrouve avec encore un énième, quelqu'un qui ne fera pas bouger les lignes, qui se dit de droite, mais qui, au final, va peut-être plus décrédibiliser la droite sur les années à venir, ou les mois, du moins, le temps qu'il restera, que vraiment la rendre plus ou moins populaire. J'attends de voir, mais je suis contente de ne pas être dissoute. Alors, le Rassemblement national a fait savoir qu'eux, ils ne voudraient pas prendre part au jeu et rester un peu en dehors, rester vraiment les arbitres. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur, justement, de refuser de la part du Rassemblement national, que leurs membres, les personnalités de leur camp, puissent être ministres du gouvernement Barnier? Je pense qu'ils auraient en effet tout à gagner à du moins travailler avec lui. On est là pour l'intérêt général, on est là pour l'intérêt des Français. Je pense que la France est en attente depuis des mois déjà. On a un déficit qui est énorme, il y a un budget à voter, il y a un certain nombre de mesures à prendre en compte. Vous savez évidemment que la majorité des Français craignent aujourd'hui pour leur sécurité, craignent aujourd'hui pour leur portefeuille. Donc il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Je pense que le RN aurait pu en effet avoir une carte à jouer là. Je comprends aussi leur démarche de ne pas vouloir dépendre d'un gouvernement des Républicains et peut-être cramer leurs possibilités pour 2027. Maintenant, je sais aussi que Michel Barnier avait notamment dit dans son discours d'entrée que lui ne voudrait pas, en tout cas, mépriser les électeurs d'autres camps. Oui, exactement. Donc, d'un côté, vous avez parlé donc de décrédibiliser, enfin l'idée de la décrédibilisation de la droite au pouvoir, c'était un des risques, évidemment, d'un gouvernement Barnier. Vous pensez que effectivement l'enjeu est là. D'un côté, c'est comme si la droite faisait un test de retour au pouvoir en termes de fermeté, notamment sur les questions migratoires, de sécurité, celles qui vous tiennent évidemment à cœur avec le collectif Némésis.
Moi, évidemment, c'est ce qui me tient à cœur et c'est ce qui tient au cœur de beaucoup de Français. Hein. On le voit évidemment, plus les élections passent, on voit que c'est un thème qui devient central. Maintenant, je doute fortement qu'il ait la possibilité de pouvoir appliquer quoi que ce soit en ce sens dans les mois à venir. Au niveau du nombre de personnes à voter, au niveau du nombre de députés qui vont le suivre, je ne pense pas qu'il puisse faire passer grand-chose là. La priorité, de toute façon, elle est budgétaire, notamment aussi après les Jeux Olympiques qui ont coûté extrêmement cher, du fait qu'il va y avoir la mise en place notamment d'une aide auprès notamment des restaurants, auprès d'un certain nombre d'acteurs de la vie locale qui ont été, qui avaient prévu un certain nombre d'entrées qui, au final, ont été fortement déçues. Il y a des aides qui sont mises en place et à voir justement ce qu'il va pouvoir proposer au niveau du budget à ce niveau-là. Alors là-dessus, une réaction de l'équipe du côté de Louis Rigaudière. Alors moi, une question sur deux ministres principalement. Deux ministres se sont illustrés sur leur faculté à dissoudre beaucoup d'associations, notamment patriotes. On en a beaucoup parlé ici sur Ligne Droite, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Est-ce que vous craignez que finalement ils restent en place sous le gouvernement Barnier, ce qui n'est pas impossible, même si Darmanin a fait savoir qu'il allait partir et même s'ils sont démissionnaires officiellement? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez surveiller? Moi, je pense que Gérald Darmanin a des velléités pour 2027 qui ne lui permettront pas, en tout cas stratégiquement, de rester au sein du gouvernement. En tout cas, c'est ce qui se dit dans les bruits de couloir. Et je pense que si j'étais lui, j'aurais tout intérêt à partir aussi. C'est le bon moment, en tout cas. Je ne pense pas qu'ils vont rester sur cette démarche-là de dissolution de mouvements, de groupes. Parce que Gérald Darmanin a toujours eu un petit complexe vis-à-vis de la droite, notamment de la droite radicale, qu'il a toujours voulu, à ce niveau-là, se racheter une sorte de virginité. On le sait bien. Maintenant, je pense que là, on va surtout entendre parler du budget, de la dette, des finances sur les mois à venir, parce que c'est vraiment sur ça que ça va être le plus important. Et d'ailleurs, il semblerait même que la date de décision, en tout cas de signature du budget, est même décalée, ce qui est d'ailleurs une première depuis, je crois que c'est une première d'ailleurs au sein de la Ve République, de décaler en fait la date de vote du budget. C'est vrai que c'est inédit, effectivement. Une dernière réaction sur ce sujet ou on passe au suivant? Moi, j'en ai une. On a lu partout dans la presse ce week-end que Michel Barnier était sous surveillance du Rassemblement national. C'est des mots très forts. Et pourtant, avant ça, on entendait que justement Emmanuel Macron voulait une marionnette, quelqu'un qu'il pourrait choisir, qu'il pourrait poser là où il veut. Est-ce qu'Emmanuel Macron a échoué dans le choix de ce Premier ministre, si jamais telles étaient ses intentions? Je pense qu'Emmanuel Macron a échoué, oui, on l'a vu sur l'espèce de petit jeu des dernières semaines, des derniers jours, où à chaque fois on voyait un nom apparaître, et puis il testait un petit peu dans l'opinion publique ce que ce nom faisait comme réaction, et puis finalement il le retirait. Alors on a eu Bernard Cazeneuve, on a eu Bertrand, on a eu tout un tas de profils parfois un peu différents, d'ailleurs venant de courants différents. Et on sait qu'à la fin, oui, il a été obligé en fait de prendre l'avis du Rassemblement national. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le Twitter de Laure Lavalette. Elle expliquait notamment que des députés l'a contacté, des députés du centre de la Macronie, pour lui dire finalement on a quand même des liens, on est là pour l'intérêt général. Vous savez, au sein de la France insoumise, on est quand même très différents d'eux, on n'est pas comme eux. Nous, et même des journalistes. Et même des journalistes. Donc, et qu'il a eu réellement des mains tendues après pourtant avoir craché dans la main du Rassemblement national. Et au point de s'allier avec faire cette espèce de barrage républicain, comme ce qu'on peut voir notamment en Belgique, des termes extrêmement durs là aussi. Et là, par contre, finalement, le Rassemblement national est bien plus fréquentable que ce qu'on pensait. Donc, je pense qu'en effet, Marine Le Pen, en tout cas, en sort gagnante. Elle montre que c'est elle qui tire, c'est elle en fait qui dirige les marionnettes. Et Macron est aujourd'hui sa marionnette, et Michel Barnier est la marionnette de Macron sous vraiment l'égide de Marine Le Pen. C'est un petit peu plutôt ça aujourd'hui. J'ai l'impression on en est. C'est la belle ironie aujourd'hui. Alors, une petite devinette avant de passer à la suite, et c'est ce qui va nous permettre d'introduire le prochain sujet. C'est ce qu'on fait avec nos partenaires. Je le précise pour vous, Alice, évidemment, parce qu'on vous met un peu sur le fait accompli. Mais vous allez devoir deviner qui a dit ce que je vais vous citer dans un instant. Donc, j'ai toujours été frappée par une statistique. Si je prends un échantillon au hasard de 10 de mes copines, la majorité a déjà vécu une agression sexuelle. Si en revanche, je prends un échantillon au hasard de 10 de mes copains, aucun n'a jamais agressé une femme. Est-ce que vous sauriez dire qui a dit ça? Un homme? Marlène Schiappa? Ouais, bravo!
Bravo. C'est donc Marlène Schiappa et ça introduit très bien notre prochain sujet puisque je précise pour nos auditeurs, alors ceux qui nous voient en direct peuvent voir cette magnifique une de l'Incorrect où vous êtes... vous pouvez vous voir aux côtés de Marlène Schiappa. Racontez-nous alors justement, vous avez été l'invité phare de ce nouveau mensuel. Vous posez avec une féministe comme vous, mais c'est cette ancienne ministre-là. Comment s'est passée cette rencontre? De quoi est-ce que vous avez parlé? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Alors, c'est une rencontre qui a eu lieu avant l'été, à la demande de l'Incorrect. Il cherchait justement à mettre en avant les deux figures féministes différentes de ce que propose aujourd'hui la gauche plus traditionnelle, on va dire, puisqu'on se rend bien compte qu'en ce moment, le féminisme est quand même très fragilisé, avec les dernières prises de parole, notamment de l'extrême gauche, sur le 7 octobre, sur les différents viols qui ont eu lieu en France par des personnes sous OQTF. Et donc, l'Incorrect a eu envie de faire parler d'autres femmes. Alors, il a proposé à Marlène Schiappa et moi, ce qui était un défi quand même, parce que, vous le disiez, Liselotte a fait partie quand même d'un gouvernement qui a été extrêmement difficile avec les associations ou avec les groupements critiques sur la question migratoire. J'en fais partie. On a été, au début, je dois vous avouer que l'échange était peu cordial, froid, je dirais. Puis après, avec le temps, on a commencé à discuter au sein des locaux de l'Incorrect. Ça a commencé à être un petit peu plus chaleureux. On a trouvé aussi des points communs. Marlène Schiappa est quelqu'un qui, je pense, comme beaucoup, en fait, quand ils sortent du gouvernement, ont la langue qui se délie un petit peu, notamment sur les différentes incohérences qu'ils ont pu voir en interne. Je pense que c'est quelqu'un qui a encore une envie politique, mais qui a quand même le courage, c'est pas le cas de tout le monde non plus quand ils sortent du gouvernement, de dire aujourd'hui que ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a pu faire était contraire à la réalité actuelle. Je vais prendre un exemple, mais elle avait, quand il est arrivé, vous le verrez en fin de cet article, un passage sur la question migratoire où elle se lance dans une grande diatribe sur l'impact migratoire sur les femmes européennes. Enfin, un discours qui aurait pu sortir de ma bouche, littéralement. Et moi, je la reprends en me disant, peut-être, en effet, c'est vrai que... moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites sur la question migratoire, on le dit depuis 5 ans. Vous, en attendant, vous avez fait 2 quinquennats. Vous avez mis en place des partenariats pour accueillir des Afghans. Pourtant, aujourd'hui, les Afghans sont ultra majoritaires, enfin, le taux, en tout cas, d'Afghans qu'on retrouve dans les faits de viol ou d'agression sexuelle sont surreprésentés par rapport à des Français natifs, par exemple. Alors là, il y a eu un petit bug dans la matrice et elle s'est rattrapée, mais je ne vais pas vous spoiler, évidemment, toute l'interview. Le prendre en kiosque pour voir la suite. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, est capable aussi de reconnaître ses erreurs, de reconnaître qu'un certain nombre de choses, elle a pu être dans une forme de naïveté. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait avoir un rôle à jouer aussi sur la question migratoire dans les années à venir, parce que c'est quelqu'un qui vient du centre, quand moi, je viens plutôt d'une branche plus radicale de la droite. Et c'est toujours plus facile d'écouter quelqu'un qui vient du centre que quelqu'un qui vient en effet de partis considérés déjà comme étant diabolisés, etc. Mais c'est intéressant, ça montre que c'est peut-être pas forcément un décalage entre la perception, enfin son idéologie et ses actions, mais c'est peut-être une évolution tout simplement au vu de la réalité. Elle aurait pu évoluer sur la question notamment migratoire. Bien sûr, c'est une évolution. Après, moi, si vous voulez, j'ai pris un petit malin plaisir aussi de lui rappeler que pendant son quinquennat, ces derniers quinquennats, il y avait quand même eu un certain nombre d'actes qui ont pu mener aussi à ce qui se passe aujourd'hui en France avec l'explosion migratoire et l'explosion de l'insécurité. Mais moi, mon objectif, c'est pas de regarder le passé, c'est de regarder l'avenir, c'est de convaincre les gens qu'aujourd'hui, il faut se battre contre la question migratoire et contre cette explosion, évidemment. Et peu importe un peu ce qu'elle a fait, moi, tout ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, elle arrive et qu'elle puisse, si demain retourner au gouvernement, proposer réellement des projets de loi qui vont pouvoir freiner cet impact-là. Elle avait déjà été, ceci dit, pour être totalement transparente, elle avait déjà proposé notamment l'expulsion des délinquants et des criminels auteurs de dérives sexistes ou sexuelles ou auteurs de méfaits. Je n'en ai pas vu la couleur pendant les moments où elle était secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Néanmoins, je sais qu'elle en avait parlé et que c'est quelqu'un qui suscite la controverse au sein même de son parti. Moi, c'est des gens qui m'intéressent. Donc ça peut être intéressant pour la suite. Est-ce que là-dessus, Liselotte ou Louis Rigaudière? Pour Marlène Schiappa, moi c'est le point commun qu'il y a avec de nombreux ministres. Est-ce qu'il y en a pas un petit peu ras-le-bol de voir ces ministres qui finalement sont très consensuels quand ils sont au pouvoir et finalement dévoilent des vérités absolument impossibles à dire quand ils sont en manette, une fois qu'ils ont justement quitté leur fonction. Est-ce qu'il n'y a pas un petit jeu d'hypocrisie derrière tout ça, Alice Cordier? Et je suis bien d'accord avec vous, totalement d'accord avec vous. Et c'est pour ça que j'ai vrai, comme je vous dis, je l'ai un peu titillé sur ces questions-là, parce que c'est
ça reste des gens qui avaient la possibilité de changer les choses potentiellement, même si j'imagine que c'est pas aussi simple que ça et qu'elle n'avait pas forcément une marge de manœuvre énorme. Mais je pense en revanche que c'est quelqu'un, au vu de ses dernières déclarations, au vu même avoir, entre guillemets, accepté de poser à côté de moi, de faire la une d'un média dit de droite, et il n'y aura pas de chemin retour, si vous voulez. Donc moi, ce qui m'intéresse, comme je vous dis, c'est l'avenir. Est-ce que c'est quelqu'un qui aura encore des responsabilités au sein du gouvernement? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourra rétro-pédaler par rapport à ses dernières déclarations? Je ne pense pas. Et de toute façon, aujourd'hui, la mode, on va dire, est d'être critique sur la question migratoire. Ça l'est de plus en plus. Peut-être que c'est quelqu'un qui pourra apporter des solutions plus tard. Et les perspectives politiques, c'est quelque chose dont vous avez parlé lors de votre échange, justement. Est-ce qu'elle s'est projetée un peu avec vous? Est-ce qu'elle a confié aux coulisses de l'Incorrect ses perspectives, justement, pour agir, pour continuer d'agir en France? Non, pas du tout. Alors actuellement, elle est plutôt dans... il me semble qu'elle dirige une association, un regroupement d'intérêts, quelque chose ainsi. Elle a beaucoup aidé Claire, vous savez, qui a été victime d'un homme sous OQTF à son domicile, dans son immeuble, et elle a été très présente pour elle. Elle l'a aidée à monter son association. Donc j'ai l'impression qu'elle est plus aujourd'hui dans la société civile à vouloir aider des jeunes femmes. Mais non, on n'a pas du tout parlé d'ambition politique. La question qu'on se pose, c'est alors si elle s'engage sur ce créneau-là, pourquoi est-ce qu'elle ne rejoint pas le collectif Némésis? Je ne sais pas si elle y répond dans son entretien. Mais... Non, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui arriverait à rentrer au sein de notre association parce que déjà, c'est quelqu'un qu'on a énormément critiqué par le passé déjà. Oui. Que moi, je juge... je suis très contente, si vous voulez, si demain elle commence à prendre ce genre de position, ça reste quelqu'un qui a un impact et je suis très contente qu'elle rentre dans ce discours-là. En revanche, il ne faut pas être naïf non plus. C'est quelqu'un qui, je pense, en effet, a de l'ambition et qui n'aurait pas grand intérêt, je pense, à venir au sein de notre association, en tout cas si elle compte rester au sein du groupe Ensemble. Alors, au niveau de vos discussions, vous avez dit que vous aviez parlé évidemment de la politique migratoire, c'est évident, mais vous avez aussi parlé d'autres sujets, notamment le transactivisme ou des sujets tout simplement de bioéthique, même l'avortement ou différents sujets de société comme cela. Est-ce que vous avez pu tomber d'accord sur certains de ces sujets? Est-ce qu'il y a un son de cloche qui vous a frappé chez elle sur ces questions-là? Bah, pas vraiment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vraiment vient... c'est là où on sent vraiment le côté centriste macroniste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a du mal à trancher sur ces questions-là parce qu'en fait, elle pense individuel, elle pense au parcours individuel des gens, elle ne pense pas à quelque chose de global, à une règle générale qu'on peut appliquer pour une société. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a choquée au sein de la gauche, plutôt. C'est cette incapacité à pouvoir gouverner, en fait. Comment on peut gouverner en prenant les gens individuellement, en étant dans le pathos tout le temps, etc. Et c'est notamment sur la question, il me semble, du transactivisme, où on n'était vraiment pas d'accord sur ces choses-là. Alors, sans jamais se prendre... voilà, on s'est pas engueulé. En courtoisie, toujours. Cordial, bien sûr. Mais je me dis, je trouve ça fou quand même pour quelqu'un qui se dit féministe et qui est vraiment dans cette démarche-là de reconnaissance de la femme. Elle est même contre les mots. Elle explique assez bien qu'elle est... assez dérangée par le planning familial, qui va remplacer le mot femme par personne à utérus. Enfin, je ne sais plus exactement ce qu'ils avaient dit. Qui menstrue, oui. Ouais, voilà. Elle était très gênée par ça, par cette invisibilisation du mot, de la situation de la femme, etc., et de la condition. Mais à côté, sur la question trans, elle n'était pas très radicale, alors que je trouve que c'est la continuité, en fait, de dire on invisibilise les femmes, ça commence par les mots et ça finit par avec des hommes qui vont, sous prétexte de motivation personnelle, changer de sexe ou changer d'état civil, et c'est là où on invisibilise également les femmes. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est la même. Et pour elle, non, il y avait des parcours personnels qui pouvaient expliquer que... Et donc, elle a fait un peu du en même temps sur cette question-là. C'est ça, je comprends, mais... Accepter qu'ils finissent dans les compétitions sportives ou dans les vestiaires des femmes sans broncher, quoi. Oui, c'est ça, exactement, avec tous les risques que ça peut engendrer, mais aussi avec l'inégalité totale que ça signifie. Donc, c'était un petit peu... j'ai du mal à comprendre ça. En tout cas, j'invite vraiment nos auditeurs à se procurer cette nouvelle Incorrecte qui vient de sortir avec vous en une, avec Marlène Schiappa, Féminisme, oser le débat. D'ailleurs, j'aurais une dernière question. Comment a été reçu ce numéro, surtout vis-à-vis de Marlène Schiappa, et notamment de la gauche ou de l'extrême gauche? Est-ce qu'elle a subi, non pas des menaces, mais des insultes? Comment ça s'est passé? Eh bien oui, ça a été assez, je pense, plus compliqué pour elle que pour moi, parce qu'en effet, il y a un certain nombre de gens de la France insoumise qui se sont
qui ont été outrés de l'avoir posé à côté du diable que je suis, évidemment. Et c'est là où je lui retrouve un certain courage. C'est pas tout le monde au sein du gouvernement Macron sortant qui fait ça. Et voilà, enfin, elle a totalement assumé. Elle a expliqué que voilà, il fallait parler aussi à des électeurs différents, qu'il fallait être ouverte, qu'il fallait machin. Bon, je suis pas sûre qu'elle m'ait beaucoup convaincue. J'ai plus l'impression que c'est l'inverse, en toute humilité, mais j'avais l'impression que j'étais pas forcément. Enfin, on n'était pas d'accord, mais en tout cas, c'était pas forcément qu'elle avait les arguments les plus impactants. Et à ce titre, moi, je pense que c'est pareil. Il faut savoir réussir à parler avec le centre de choses, notamment sur la question migratoire, ou selon comment vous mettez votre curseur sur la chose la plus importante pour vous. Mais il ne faut pas oublier aussi que ce sont des gens qui sont éligibles, parfois plus que nous, et que parfois, c'est peut-être à nous de les radicaliser plutôt qu'à eux de nous centriser. Je ne sais pas si ce mot est exact. Et alors, on va passer au prochain sujet. Maintenant qu'on a parlé de Marlène Schiappa, on va parler évidemment de l'actualité politique et du laxisme. Pour cela, on va faire une première devinette. Alors, qui a dit « La justice française ne peut plus être une justice qui tue » Vous avez le droit de tous répondre. Hein. Ah oui, non, là, c'est un militant. Alors, un avocat. militant, entre guillemets, il a réalisé quelque chose au final, oui. De Non, gauche. c'est un politique. Un politique de gauche. Ouais. Donc c'est évidemment sur la question du laxisme. Hein. La justice française ne peut plus être une justice qui tue. C'est un insoumis. Raphaël Arnaud. Pardon ? Non. Raphaël Arnaud. Non. Pas Raphaël Arnaud. Alors c'est bien plus ancien. C'était C'est Badinter, non, c'est ça ? Exactement. Voilà, ça m'est Bravo, revenu. Franck. Voilà, mon cerveau est lent, mais il fonctionne. Bravo Franck. Alors pour ceux qui l'ont pas entendu, c'était bien Robert Badinter. Et évidemment, on va parler alors pas non plus, on va pas parler de rétablir la peine de mort du tout, mais on va parler de laxisme. Et ça introduit bien le sujet. Hier à Toulouse, un énième refus d'obtempérer a blessé un policier. Il s'agit d'un chauffard en scooter qui a pris un rond-point en contresens et percuté un motard de la police. En le poussant violemment, il a été interpellé 2 heures plus tard par la BAC et placé en garde à vue. Le policier de son côté a été transféré à l'hôpital. Alice Cordier, un énième refus d'obtempérer, le tout en 2 semaines. Le troisième dont on parle, il y en a sûrement d'autres. Qu'est-ce que vous dit cette nouvelle ? Enfin, comment vous prenez cet énième fait divers ? On parle de fait divers. Si vous voulez, on s'habitue. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, tant qu'il n'y a pas de mort, en fait, nos yeux glissent sur le fait divers, sur ce fait de société, et puis en fait, on ne le retient pas. Et puis c'est quand il y a un mort, où là, on commence à se dire, ah oui, c'est vrai qu'il faudrait vraiment qu'on commence à se mobiliser contre ça. Je pense qu'il y a 2 choses. Alors, moi, on m'a fait beaucoup la remarque, j'avais évidemment parlé de ce qui s'était passé sur cette petite fille, vous savez, tuée par un jeune garçon dans le cadre d'un... Bon, le mot rodéo n'était pas reconnu, mais enfin bref, voilà, il était tout seul sur sa roue arrière et il a renversé cette petite fille de 7 ans. Et on m'a dit, ça y est, Alice Cordier se mobilise pour l'insécurité routière. Moi, je pense qu'il y a évidemment pas que ça. Il y a une volonté aujourd'hui, entre autres par le biais des rodéos sauvages, urbains, par le biais de ce refus d'obtempérer. Là encore, c'est cette critique. Cette critique, ou du moins ce rejet toujours de l'autorité, cette rejet de l'ordre, cette rejet de la hiérarchie qui se met en place aujourd'hui, évidemment, dans notre rue, sur nos trottoirs, et qui mène évidemment à des drames. Il y a quand ça touche des personnes civiles, mais il y a quand ça touche évidemment des policiers, où là, on comprend aussi derrière qu'il y a vraiment réellement cette rébellion qui est intrinsèque. Et là encore, on se rend compte qu'il y a une justice qui ne fait pas le travail, qu'on se retrouve avec des multirécidivistes, qu'on se retrouve avec des jeunes qui ne vont pas une seule journée en prison par rapport à ça. Et c'est toujours assez fou de se dire qu'on doit être pas un des rares pays, mais un des pays d'Europe où on laisse en fait une majorité de policiers, une majorité mais aussi de petits-enfants, une majorité de personnes âgées. Il suffit que vous tapiez sur Internet drame, refus d'obtempérer, mort, refus d'obtempérer ou rodéo urbain, et vous vous rendez compte qu'il y a des centaines par an de personnes qui se font tuer, qui se font... et sans même être tuées, en fait. Déjà, le traumatisme lié à ce genre d'accident est énorme derrière. Et c'est même pas le mot accident qui, pour moi, est bon. Il faut vraiment utiliser... Il faudrait trouver un mot vraiment, parce que ce sont des gens qui utilisent leur moto ou leur voiture comme une arme. C'est pour ça que je pense qu'il faut laisser la police aussi agir face à des gens qui utilisent qui sont armés. Hein, finalement, c'est réellement ça qu'il faut se dire.
Et en fait, voilà, c'est des centaines de victimes par an. Justement, à ce sujet, lors du drame évidemment de la mort du gendarme Comines, un policier à notre antenne avait parlé bien sûr de la présomption de légitime défense comme mesure pour les policiers, puis surtout il avait parlé, ça m'a fait penser à ce que vous avez dit, de la culture du refus d'obtempérer, de cette nouvelle culture du refus d'obtempérer comme la nouvelle culture du viol. C'est un mot qui peut évidemment, une notion qui vous parle. C'est ce refus d'autorité en fait, tout ce que va. Alors il y a évidemment le drame de Camilla, mais il y a aussi plus précisément tous ces policiers visés par ces refus d'obtempérer comme une culture. Enfin, vous êtes assez d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Il suffit d'ouvrir Twitter, vous fleurissent des vidéos mais quotidiennes de jeunes qui se prennent en vidéo en train de justement, dans le cadre d'un refus d'obtempérer, dans le cadre de rouler à grande vitesse parce que c'est encore l'illégalité qui les stimule finalement. Alors, je comprends cet argument de dire c'est le propre de la jeunesse de vouloir enfreindre les règles, etc. Moi, je trouve qu'il y a quand même une nouvelle jeunesse qui apparaît, qui aujourd'hui vient bien au-delà d'une quête d'adrénaline et qui est carrément dans cette quête d'adrénaline, mais surtout aussi dans la mise en danger de la vie d'autrui. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, de nouveau. Si vous voulez, moi, à la campagne, on a tous vu des jeunes faire des rodéos, mais c'était à la campagne, c'était dans des zones agricoles où il n'y avait pas des enfants qui traversaient, où il n'y avait pas ce genre de choses. Pour moi, il y a une autre forme de jeunesse aujourd'hui qui est dans une logique bien différente et qui n'a aussi aucune sensibilité ou qui s'en fiche finalement que ça puisse mener à des drames. Et oui, vous trouvez sur les réseaux sociaux tout un tas d'actes de vandalisme, de refus d'obtempérer. Et je me souviens même alors d'un fait qui avait beaucoup marqué, c'était des jeunes qui s'étaient pris justement dans le cadre d'un refus d'obtempérer et qui en fait étaient rentrés dans un arbre et étaient morts sur le coup. Parce que ça mène à ça aussi. À d'autres drames. Franck, vous voulez réagir? Je voulais apporter un témoignage d'anciennes personnes, mais c'est vrai que dans les années 70, donc quand moi j'étais jeune, c'est pas vraiment pour faire un discours de vieux machin, mais bien sûr qu'on faisait des bêtises, bien sûr qu'on roulait trop vite, qu'on allait faire les foufous dans les champs en mobilette ou ce genre de choses, mais je n'ai aucun souvenir de copains, et même parmi les plus turbulents, d'avoir fait des refus d'obtempérer. Bien sûr qu'on faisait des vitesses, enfin voilà, tous les mots m'ont toujours fait un peu, une petite transgression de la loi, mais ça je pense que c'est un phénomène, sinon récent en tout cas, qui s'aggrave chaque jour. Mais dans le temps, respecter le policier, même s'il était tout seul avec son petit képi, sa petite mobilette sur le bord d'une départementale, si vous faisiez signe de vous arrêter, vous vous arrêtez. Aujourd'hui, ils ont des camions, des plots, des phares, des gyrophares et tout, et les gens foncent dedans, quoi. Oui, la notion même de l'ordre a évolué. Je pense. Louis Rigaudière, sur ces sujets. Moi, je voulais revenir sur le drame de Grenoble qui s'est produit il y a 2 jours, si je ne me trompe pas, 2-3 jours, où un automobiliste a été abattu de sang-froid par une autre personne après un accident de voiture. On a les déclarations du maire de Grenoble, Éric Piolle, qui a parlé d'accident et qui a également conclu personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Donc là, on sent bien qu'on cherche à employer des termes pour éviter d'employer les vrais, justement. Est-ce que pour vous, Grenoble, comme d'autres, sont des villes perdues finalement? Perdu, moi, c'est un mot que j'aime pas parce que je pense qu'il y a toujours des choses qu'on peut changer. Il y a toujours des parcours qu'on peut changer. Il y a toujours des dirigeants qu'on peut changer aussi, évidemment. En revanche, il faut faire un vrai travail auprès de la population pour que justement il y ait vraiment des changements. Moi, je vois, alors, il y avait un parallèle sur, je crois que c'était les villes les plus insécures qui a été fait il n'y a pas très longtemps. Oui. C'était le top 10. Et on s'était rendu compte que sur les 10 villes, 9 étaient tenues par des maires Europe Écologie Les Verts ou extrême gauche France Insoumise. Donc, c'était assez intéressant de voir ça. Et en parallèle, il me semble aussi que les villes les plus agréables à vivre, en tout cas, étaient tenues majoritairement par la droite aussi, ce qui est, je pense, assez parlant. Il faut faire faut aller réellement. Je pense que la France Insoumise a vraiment raison d'aller faire du porte-à-porte dans les cités pour aller jouer sur les sentiments des gens, pour qu'ensuite ils se mobilisent pour aller voter. C'est comme ça que Raphaël Arnaud a gagné. Mais à nous aussi de doubler, mais d'imagination et d'aller vraiment mobiliser les gens. Il y a énormément de gens qui ne votent plus parce qu'ils n'y croient plus. Et donc, ça laisse la porte ouverte aussi à d'autres formes de dirigeants. Il faut aller rassurer les gens, il faut aller leur expliquer que leur vote compte. Et notamment au niveau des mairies. C'est quelque chose d'hyper important. Et je pense que non, moi je pense que c'est pas perdu. Moi je pense qu'il y a encore plein de choses qu'on peut changer réellement. Je regardais là encore il y a pas très longtemps alors je dis pas que c'est pas totalement perdu, notamment pour la Suède, mais au Danemark par exemple, où ils ont réussi réellement à faire une forme de grand remplacement de leurs immigrés. Ils ont enlevé les immigrés dont on ne voulait plus ou qui se comportaient mal
par d'autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait jugé impensable il y a encore quelques années, quelques mois. Et donc, je pense qu'il y a quand même des situations où on peut encore changer les choses, mais il faut changer de dirigeant, ça c'est évident. Merci beaucoup Alice Cordy. J'invite nos auditeurs à retrouver l'émission de Liselotte Dutreuil à ce sujet sur les villes les plus insécures de France. C'était il y a une semaine. Merci Alice et à très bientôt, à la semaine prochaine pour votre chronique. Merci à vous.